Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Nous avons des flyers que nous distribuons aux sorties des collèges. Pourquoi? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Pour expliquer en gros que... Méfiez-vous de ce que vous allez baver. Il ne faut pas prendre un couteau de sa cuisine, de son appartement et le mettre dans sa poche parce qu'il risquerait de s'en servir. Ne mets pas tes doigts sur la porte. Tu risques de te faire pincer très fort. Alors l'ADEME, J'en ai marre. qui porte des pyjamas ici? Déjà non, je suis désolé, pas du tout. L'agence de la transition écologique nous demande de moins laver nos vêtements. Regardez cette veste qui était ravissante, on dirait un chiffon brûlé. À un moment donné, comme dirait l'autre, on a deux fils qui se touchent. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Merci, Président. Merci de le rappeler. Merci de nous rappeler. Nous sommes en guerre et actuellement, on va interdire les couteaux. Les couteaux, ce sont les responsables. Les couteaux. D'ailleurs, les fourchettes aussi. Les cuillères aussi. Nous sommes en guerre. Et puis, nous allons parler de tout. Hein. Et vraiment, alors là, on a moins envie de ricaner. Beaucoup moins envie de ricaner. La violence. La violence devenue quotidienne en France. La violence. Alors, on dit sentiment d'insécurité. Eh ben, on va en parler avec Pierre-Marie Sèvres de l'Institut pour la justice, de ce foutu sentiment d'insécurité. Ah bon? Sentiment. Et puis, nous allons parler aussi avec Benoît Perrin des contribuables associés de l'ADEME. Alors, vous savez, c'est quoi l'ADEME? Non, c'est pas la démocratie, c'est l'ADEME. L'ADEME, l'environnement, etc., la transition écologique et tout ça. Et il s'occupe de savoir combien de fois il faut mettre sa culotte, son soutien-gorge chaque semaine. Oui, enjeu extrêmement important, et savoir combien de choux et de carottes et de pommes il faut consommer. Et on paye pour ça combien, chers contribuables français? 4 milliards d'euros de budget, 4 milliards d'euros de budget. Tout ne va pas le mieux dans le meilleur des mondes, et puis après les perles, les huiles, les bravos, eh bien nous allons parler évidemment de ce qui se passe aux États-Unis, et des répercussions sur l'Europe, bien sûr, avec comment les Américains, nous allons avoir Renaud Bochard, qui est franco-américain, qui vit à Washington, comment les Américains vivent actuellement le tsunami Trump depuis 15 jours, un peu plus de 15 jours, et on va parler de USAID. Vous savez, avec Benoît Perrin, nous avons parlé des agences publiques, des agences d'État, des ONG en France, et combien ça nous coûte. Mais vous allez voir que par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, un scandale planétaire par rapport à l'USAID, on en parle. Attachez vos ceintures, c'est parti, attention. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et nous, ce que nous n'aimons pas, c'est que chaque jour en France soit commis 3 meurtres ou assassinats, 600 cambriolages, 330 vols avec armes à feu, près de 700 vols dans les véhicules et plus de 1110 escroqueries. Alors, insécurité ou sentiment d'insécurité, on en parle tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Si vous cherchez la bagarre, vous êtes venu à la bonne place. Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Oui, d'accord, Johnny, d'accord, si vous cherchez la bagarre. Mais ceux qui ne cherchent pas la bagarre, ceux qui vaquent à leurs occupations, que ce soit en train, en voiture, en métro et ailleurs, et qui se font attaquer, qui se font dépouiller, qui se font tabasser, qui se font poignarder. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on est en plein dedans aujourd'hui. Juste un mot. Depuis 48 heures, hier soir, un homme a été attaqué à coups de couteau dans la rue à Livry-Gargan. Et tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux peuvent voir, il y a les images qui sont là, des images terribles. On voit en pleine rue, quelqu'un qui est en train de poignarder quelqu'un qui est déjà sur le pavé. Voilà, Livry-Gargan, hier. Avant-hier, à Lille, un homme de 19 ans a été poignardé dans une station de métro pour une bousculade. Voilà, il a bousculé quelqu'un, ça le voit. Type est retourné, là aussi, on l'a vu. Et puis là, il l'a poignardé carrément. Voilà. Et ça, on pourrait passer 5 heures à vous raconter ce qui s'est passé depuis une semaine, un mois en France. Pierre-Marie Sèvres, bonjour. Bonjour André Berkov. Bonjour vous à tous. Vous êtes directeur de l'Institut pour la justice. Et encore une fois, on a l'impression de se dire qu'on se voit, et vous savez, quelquefois quand on pense à ça, et je me sens le professeur Salomon en train d'annoncer les morts du Covid tous les soirs à 20h, sur les radios et les télévisions au moment du Covid, au moment du confinement et tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on soit condamné à cette espèce de litanie
terrifiante, de litanie mortifère. Bien sûr que, alors on va dire, mais c'est pas tous les jours, tous les Français sont pas atteints. Bien sûr que tous les Français sont pas atteints. Manquerait plus que ça, que le crime soit la norme. Mais quand même, Pierre-Marie Sève, vous avez donné un certain nombre de faits dans une étude de votre institut publiée dans le Figaro Magazine. Alors, il y a deux choses dont je voudrais parler. C'est l'histoire d'abord des peines prévues par le code pénal, et puis l'autre, vous avez aussi souligné, Pierre-Marie Sève, les statistiques sont claires, un étranger supplémentaire qui en France fait augmenter la criminalité moyenne, et enfin, le record de France. Est-ce qu'on est aujourd'hui triste recordman d'Europe en matière de criminalité ? Alors, c'est assez difficile à dire. Enfin, on ne peut pas le dire avec une complète certitude, mais il y a plusieurs indicateurs qui nous laissent penser que la France est le pire élève d'Europe, au moins d'Europe occidentale, en matière de criminalité. Il y a un indicateur qui est toujours bien vu d'ailleurs en France, dès lors qu'il s'agit de comptabiliser des données pas très importantes. Par exemple, le temps passé dans les embouteillages. Bon, oui, ça peut être important, mais il y a un site internet qui fait des comparatifs sur plein de données, et notamment donc le temps passé dans les embouteillages, l'énergie, la part d'énergie propre, etc. Ils font plein de statistiques qui sont notées par les habitants eux-mêmes des pays concernés. Ça concerne le monde entier, et donc on a aussi sur la criminalité des données très intéressantes. Et évidemment, au Venezuela, en Afrique du Sud, les habitants disent que la vie est très dangereuse, et donc le Venezuela ou l'Afrique du Sud se retrouvent parmi les pays les plus bas du classement. Ouais. Et alors évidemment, la France n'est pas comparable avec le Venezuela ou l'Afrique du Sud, ou la Colombie. Bien sûr. Mais en revanche, quand on s'intéresse uniquement à l'échelle européenne, alors là, le bas blesse franchement, parce que depuis plusieurs années, depuis au moins 3 ou 4 ans, ce site s'appelle Numbeo, et donc la France est la pire élève d'Europe, en comptant l'Europe de l'Est, selon le classement Numbeo depuis au moins 3 ans. En comptant l'Europe de l'Est. Ouais. En comptant l'Ukraine, qui est un pays en guerre, absolument, qui n'est pas très bien classé évidemment, mais en comptant l'Ukraine, qui est un pays en guerre, et la France est sur le podium parmi les 3 ou 4 premiers depuis une dizaine d'années. Et évidemment, alors comme je vous disais, quand on parle de temps passé dans les embouteillages, alors là, les autorités françaises trouvent que le classement de Numbeo est merveilleux parce qu'il permet de montrer que la France se classe très bien en matière d'environnement, etc. etc. Mais dès lors qu'on parle de criminalité, et moi j'ai parlé plusieurs fois de ce classement Numbeo, notamment à votre antenne, il y a quelques années, on en avait déjà parlé, et puis pas mal sur Twitter. Et là, quand j'en parle sur la criminalité et que, comme par hasard, la France est mal classée, alors là, tout d'un coup, on a des fact-checkers qui viennent nous dire que ce classement n'est pas si fiable que ça, qu'on peut le manipuler, ce qui est vrai, on peut le manipuler, mais bon, le manipuler tous les ans, depuis 10 ans, ça commence à être compliqué. Oui, donc, voilà, c'est un petit peu cacher ce sein que je ne saurais voir, ça nous fait peur, on n'a pas envie de voir la réalité en face, beaucoup de gens n'ont pas envie de voir la réalité en face, mais en fait, moi je vais vous dire, ça ce sont les statistiques. Moi je pense qu'il suffit de se promener en Europe, de se promener même dans le monde occidental depuis des années, il suffit de se promener pour voir qu'il y a en France un niveau de tension dans les rues qui est bien plus important que dans les autres pays d'Europe, c'est tout. Ça s'arrête là. Non mais justement, Pierre-Marie Sève, moi je me rappelle, ça ne me rajeunit pas, mais je me rappelle des années 70-80 à New York, où effectivement il y avait des quartiers entiers où on ne pouvait pas circuler. Bien sûr que ça se passe dans des tas de pays au monde, mais là effectivement, vous dites très bien, il y a une espèce de tension, il y a une espèce de... Mais qu'est-ce qui... Alors vous dites depuis 10 ans, en fait si on regarde un peu les choses avec un peu de distance, qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'impunité, c'est la sensation que... Parce que justement, je voudrais qu'on parle du volet pénal. D'abord, parlons du volet des violences. Les violences les plus importantes sont à quel niveau? Je veux dire, on va pas faire mais vraiment les plus importantes. On va pas faire tout le palmarès, mais quand même. On va dire que l'homicide est traditionnellement l'indicateur majoritaire pour parler de la violence. L'homicide, dans tous les pays du monde d'ailleurs, on les calcule bien, on arrive à peu près à compter les cadavres selon la formule d'Alain Bauer, et c'est ça. Donc en France, sur les homicides, je vais vous donner un seul exemple. Alors en France, il y avait 250 homicides dans les années 50. Aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de 1000. Et d'ailleurs, ça tombe bien qu'on parle de ce sujet-là, puisque la semaine dernière sont sortis les premiers chiffres provisoires du ministère de l'Intérieur sur les homicides. On serait sur une très légère baisse. On serait à 980. On était à 996 l'année dernière. Donc c'est une très légère baisse, mais c'est toujours 4 fois plus élevé que dans les années 50. Alors que la population n'a pas été multipliée par
par 4. Donc je dirais que l'homicide, c'est le principal indicateur. Maintenant, il y en a un deuxième, moi, que je trouve très intéressant, qui est les coups et blessures volontaires. Alors, ça concerne des bagarres dans des bars, mais ça concerne aussi et surtout des agressions. Des gens qui se font attaquer dans la rue sans raison, ou dans des bars, ou dans des restaurants, ou peu importe, sans raison. Ça concerne aussi les violences intrafamiliales, ça c'est un autre sujet. Mais il y a tout de même cette histoire des agressions, et donc les coups et blessures volontaires, depuis une dizaine d'années, ont vraiment explosé. Ils ont littéralement explosé, ils ont été multipliés par 4 depuis les années 2000. Et encore cette année, ça fait partie, alors qu'on a plutôt un tassement là sur les statistiques de l'année 2024, les statistiques augmentent moins vite que les années précédentes, mais les coups et blessures volontaires, elles continuent à augmenter. On a pris 1% à nouveau, mais c'est comme ça, c'est le cas depuis 20 ans. Je vous dis, tous les ans, on a une augmentation des coups et blessures volontaires et donc des agressions. Et pour moi, c'est l'indicateur. Quand on parlait de tension dans les rues, en fait, c'est l'indicateur. Quand vous savez que si vous faites une remarque, si vous bousculez quelqu'un dans le métro, il va soit vous mettre un coup de poing dans la figure, ou bien pire, et c'est ce qu'on a vu là à Lille ou à Lyon, un coup de couteau dans la nuque. Ça ne peut que créer des tensions, puisqu'évidemment, ensuite, on n'a pas envie de faire une remarque à quelqu'un qu'on croise dans la rue, fût-elle positive. On n'a pas envie de discuter avec les autres parce qu'on se dit potentiellement autrui et dangereux. Absolument, et ça va jusqu'au regard. On n'a même pas envie de le regarder en face parce qu'on se dit, si l'on regarde en face, il risque d'avoir quelque chose et un clash, quoi. Exactement. Et ça n'est pas dans les statistiques. Le fait qu'on ne puisse plus regarder les gens dans l'autobus ou dans le métro dans les yeux parce que vous savez qu'une personne sur 2 va vouloir vous chercher des noises, ça n'existe pas dans les statistiques. Or, moi je suis persuadé, je suis assez jeune, mais je suis persuadé que dans les années 70, ça n'était pas le cas. Ça n'était pas le cas à ce point-là. Et même moi, qui ai vécu, pour tout vous dire, j'ai grandi au Québec, personnellement, quand j'étais enfant, adolescent. C'est incomparable la situation au Québec et la France. Au Québec, il n'y a aucunement ce genre de tension. On peut regarder quelqu'un dans la rue sans raison particulière, sans se prendre un coup de couteau. Ça n'arrive jamais. Et il n'y a pas cette tension qui existe en France, malheureusement. Et alors, justement, Pierre-Marie Sève, est-ce que l'autre volet qu'on voulait aborder, et qu'on a déjà abordé, bien sûr, parce que à quoi peut-on attribuer, parce que vous donnez des chiffres très précis, 4 fois plus, 5 fois plus, cette situation. Quels sont les facteurs à quels on pourrait attribuer cette espèce de quadruplement de façon exponentielle des faits de violence ou d'insécurité ? Puisque vous dites 10 ans. J'en vois principalement 2. Je dirais qu'il y a 2 facteurs principaux. C'est premièrement l'immigration. Je suis désolé d'en revenir à ce sujet-là, mais c'est le plus grand bouleversement. Vous dites que c'est vraiment le premier facteur. En termes d'importance, je ne sais pas si c'est le premier. Quoique, si, potentiellement, oui. Je pense que l'immigration, dans les proportions que nous connaissons depuis les années 80, c'est-à-dire très importante et issue de gens de cultures très différentes, évidemment, accueillir des travailleurs italiens du Nord, c'est pas la même chose qu'accueillir des gens qui viennent du fin fond du Moyen-Orient, qui ont beaucoup de difficultés à s'adapter culturellement, etc. Donc l'ampleur et l'éloignement, et donc la difficulté d'intégrer des populations, et depuis longtemps, ça fait depuis les années 70 ou 80, je pense que c'est un bouleversement qui, sans jeter la pierre individuellement à qui que ce soit, à des immigrés, quels qu'ils soient, puisqu'ils sont évidemment, les délinquants sont minoritaires aussi parmi les immigrés. En revanche, c'est un bouleversement qui... Un vrai bouleversement. Je voudrais simplement dire, Pierre-Marie Sève, c'est très important de souligner que énormément de gens de l'immigration, y compris l'immigration africaine, etc., sont violemment, je dis violemment au sens contre cette insécurité et contre cette insécurité dans laquelle ils sont eux-mêmes victimes. Parce qu'il ne faut pas oublier ça. C'est-à-dire ne pas classer effectivement, je sais que vous ne le faites pas, ne pas chosifier une population entière. C'est surtout et on le voit très bien aux États-Unis, où Trump, qui avait été qualifié de raciste et de xénophobe par un certain nombre de ses adversaires, 40% des Latinos, 30% des Afro-Américains ont voté pour lui. Parce qu'ils ne supportent pas, et c'est vrai pour la France, et moi on parle tous à des gens de différents, ils n'en peuvent plus de cela, enfin beaucoup n'en peuvent plus de cela. Donc il y a alors cette histoire d'immigration. Et vous dites qu'il y a un autre facteur très important. Alors l'autre facteur, c'est pour moi l'impunité judiciaire, qui est en partie liée au premier parce que c'est difficile pour un juge de juger
de la même manière, puisque quelqu'un qui est un homme, par exemple, qui commet un vol en Afghanistan, un Afghan qui commet un vol en France, évidemment que s'il prend un rappel à la loi en France, il va avoir l'impression qu'il n'a pas été puni. Donc c'est lié en partie au premier, mais pas que. Il se trouve que la justice française, depuis 40 ans, on va dire depuis les années 70 ou les années 80, à partir des années Badinter, c'était vraiment l'acmé de tout ça, adhère à une idéologie, à une philosophie pénale qui est de toujours donner une deuxième chance aux délinquants, une troisième, une quatrième, etc. Parce que ne compte que le délinquant. La victime est complètement évacuée. Le mal qu'a pu recevoir, ou le dommage qu'a pu recevoir la victime, et devient secondaire par rapport à la réinsertion idéaliste, parce que c'est extrêmement idéaliste et angélique, des délinquants et des criminels. Et donc, la justice ne punit pas, et lorsqu'elle punit, elle fait tout. Et bon, on peut aussi rajouter par une question de moyens, on manque de places de prison, mais la justice fait tout pour libérer en avance des criminels ou des délinquants qui ont été condamnés pour des faits parfois extrêmement graves. Et ça dépasse même le milieu judiciaire. C'est idéologique aussi, il y a un côté idéologique, Pierre-Marie Sèvres. C'est complètement idéologique. Ils adhèrent à une morale. Vous savez, il y a une philosophie pénale juridique très originale qui est un petit peu la base de ça, qui s'appelle la défense sociale nouvelle, qui a été créée en France sur des bases italiennes, mais qui a été créée en France. C'était un professeur de droit dans les années 50 qui s'appelait Marc Ancel, qui a écrit un livre qui s'appelle De la défense sociale nouvelle, et qui préconisait ça, qui disait nous ne recherchons plus le châtiment, et l'unique but de la prison et de la punition et la réinsertion du criminel et du délinquant. Et il croit, on fourmille de croire, et je pense qu'il le croit sincèrement d'ailleurs, que tout le monde peut être sauvé, qu'un homme qui a violé, tué 1, 2, 3, 4, 5 femmes, par exemple Guy Georges, voilà, quelqu'un qui a violé et tué une dizaine de femmes, Guy Georges, je suis persuadé il y a des très fortes chances que Guy Georges sorte de prison avant la fin de sa peine, qui sera évidemment en fin de vie. Mais cette idée est insupportable pour les juges et pour beaucoup de membres du corps judiciaire et du milieu judiciaire. Moi, j'étais étudiant en droit, je l'ai vu. C'est l'idée insupportable de dire qu'on est condamné, qu'on est irrattrapable. Et au final, ça crée des drames encore pires, puisque ça crée de la récidive. C'est drôle. Est-ce que tous ces braves gens, sincères ou pas sincères, mais disons, croyant leur sincérité, ne se disent pas qu'on a, et c'est très bien, moi je suis aboli la peine de mort, mais que ces gens-là dont on parle, qu'ils estiment la réinsertion, pratiquent la peine de mort tous les jours? Que messieurs les assassins commencent, puisqu'on est contre la peine de mort, et bien que messieurs les assassins commencent. Mais ça n'existe pas. Non, ça ne fait pas partie du périmètre. Juste un mot, Pierre-Marie Sèvres, en fait, quand vous regardez le Salvador de Nayib Bukele, et quand vous regardez un peu partout aux États-Unis, ou en Russie, ou je dirais même en Afghanistan, vous avez parlé d'Afghanistan, ou dans d'autres pays où on coupe la main des voleurs ou le pied des voleurs. Vous dites quoi? Qu'on est dans les 10 poids, 10 mesures? Écoutez, je pense que la justice est un phénomène extrêmement culturel. En fait, on ne se rend pas compte que la punition qui est donnée par le juge, vous savez, pour un petit breton qui a fait un excès de vitesse à 18 ans, un rappel à la loi, ça peut être extrêmement dissuasif. Et ça peut créer une très forte impression, et ça peut très bien arrêter son parcours délinquant, on va dire, pas encore criminel. Évidemment, au Salvador, c'est un petit peu l'inverse, puisqu'ils étaient dans une situation, tout de même, il faut le dire, qui était complètement hors de contrôle. Ils avaient le plus haut taux d'homicide, et de loin, ils avaient le double du second, le plus haut taux d'homicide du monde. Et donc, en fait, il était indispensable d'avoir recours à des méthodes très fortes. Et en fait, on adapte sa législation, mais même à plein de points de vue. Tout à fait, l'exemple tout à l'heure avec Oui, exactement. Et aux gens qu'on a en face de nous. Je donnais un exemple à une de mes collègues tout à l'heure sur le droit de tirer pour les policiers. Vous savez qu'en France, pour tirer, il faut normalement être en légitime défense quand on est policier. Mais évidemment que c'est adapté, c'est, je pense, plus très adapté au cadre français. Mais aux États-Unis, ça n'est pas le cas. Et aux États-unis, ils peuvent sortir leur arme plus facilement le second amendement, déjà, permis de port d'armes. En plus, mais en fait, c'est une législation qui est adaptée à la criminalité américaine. Je comprends. Mais nous, est-ce que notre législation... Oui, est-ce que, Pierre-Marie Sèvres, je voudrais terminer là-dessus, est-ce que vous estimez que votre législation aujourd'hui, notre système de justice, est adapté à la situation française?
telle qu'elle existe Non, aujourd'hui. Absolument pas. Le système, le code pénal par exemple, est adapté à une situation idéalisée qui vient des années 60 ou 70, de gens qui ont été formés dans les années 60, qui pensent que la France, pour toujours, fonctionnera comme les années 60, c'est-à-dire faite de gens qui comprennent, qui ont tous une compréhension et une intercompréhension des sanctions, de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas, de la civilisation. Et donc non, ça n'est absolument pas adapté. Je vous donne un seul exemple. Il n'y a plus de pleine plancher depuis les années 90. C'est le genre de choses qu'il faut absolument remettre. Les juges doivent être limités à la baisse, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas pouvoir descendre en dessous d'un certain seuil quand ils prononcent des peines. Ça me semble être indispensable. Vaste programme, on en reparlera avec vous. Hélas, avec parce que, non pas hélas d'en parler avec vous, ça fait toujours plaisir, mais parce que la situation n'a pas l'air de s'améliorer, c'est le moins que l'on puisse dire. Oui. Merci Pierre-Marie Sève. Merci à vous. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Une question angoissante, une question qui vraiment nous empêche de dormir. Je suis sûr à vous aussi, auditeurs et résistants de Sud Radio. Combien de fois porter ces vêtements avant de les laver? Combien de fois? Qu'est-ce qu'il faut manger? Champignons, choux, poireaux, poires et mandarines? Comment il faut manger? Eh ben, vous savez, on n'en sait rien. Hein. Je ne sais pas comment on a vécu depuis des milliers d'années, mais on n'en sait rien. Heureusement, il y a, non pas Findus, mais l'ADEME. On en parle tout de suite. Sud Radio André Berkov. Ça balance pas mal. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Avez-vous vu de la bandière comme il y en a au Portugal, surtout celle de la rivière, de la ville de Setúbal? Ce n'est vraiment pas de la boîte. Ah, Luis Mariano, non, c'est pas la belle de Cadix, c'est les gens qui lavent les vêtements au Portugal et la bandière du Portugal. Et pourquoi on en parle? Eh bien, c'est très simple, parce que cette agence, l'ADEME, eh bien, a sorti un communiqué, voilà, il dit la recommandation de l'ADEME, qui est l'agence de la transition écologique, et plus connue sous le nom de Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, une parmi 400 000, enfin j'exagère, eh bien il nous apprend, voilà, combien de fois porter ses vêtements avant de les laver? Sous-vêtements 1 fois, vêtements de sport 1 à 3 fois, top en coton 4 à 5 fois, robe 4 à 6 fois, soutien-gorge 7 fois, pyjama 7 fois, avant de les laver, hein, poule en laine 10 à 15 fois, et jean 15 à 30 fois. Écoutez, c'est fabuleux. Franchement, c'est ça qui fait avancer. Alors, je disais ça parce que cette agence, Benoît Perrin, elle a commencé en 2010 avec 510 millions d'euros. Elle existe d'ailleurs depuis plus longtemps. Et aujourd'hui, son budget est de 4,2 milliards d'euros. Alors, Benoît Perrin, vous êtes directeur de Contribuables Associés. Vous connaissez cette musique, on a parlé ensemble d'ailleurs de ce numéro que vous avez fait sur les agences de l'État, les nombreuses agences qui bénéficient de notre mansuétude et de notre générosité à nous autres contribuables. Eh bien, alors, c'est quoi cet ADEME et pourquoi s'aventure-t-il? Mais c'est intéressant de donner des conseils vraiment qu'on n'aurait jamais pu penser par nous-mêmes. Alors, l'ADEME, ça fait partie effectivement des 430 agences qu'il y a en France. C'est une agence qui a été créée en 1991. Elle est globalement sous la tutelle du ministère de l'écologie. Alors, elle a une mission assez simple, en quelque sorte, sur le papier. C'est animer, coordonner et réaliser des opérations de protection de l'environnement et de maîtrise de l'énergie. Alors, vous allez me dire concrètement, elle fait quoi, cette agence? Oui. Alors d'abord, c'est surtout sa grande vocation. Elle soutient financièrement des projets qui sont liés à la transition énergétique et à la gestion des déchets. Concrètement, elle fait des prêts et des aides aux entreprises, aux collectivités locales, aux particuliers. Deuxième mission, elle conseille pour la mise en œuvre de projets écolos. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle accompagne les entreprises dans l'amélioration de leur efficacité énergétique. Elle fait de la recherche et de l'innovation. Elle fait de la collecte de données. Et puis, vous venez d'en parler, elle fait des campagnes de sensibilisation et de communication. C'est-à-dire, en fait, des communications grand public. On peut qualifier, je crois, sans trop s'aventurer, de profondément infantilisantes. Et elle a aujourd'hui un budget, vous l'avez précisé, de 4 milliards. Un peu plus de 4 milliards. Je vous rappelle quand même que le ministère de la Culture, son budget, c'est 4,6 milliards. Donc on peut dire que c'est quasiment le budget du ministère de la Culture, avec à peu près 1000 salariés et avec une progression en 6 ans d'à peu près 20% de ses effectifs. Donc c'est une grosse agence. Ça fait partie des agences qui, je crois, en plus, cochent quasiment toutes les cases pour énerver les contribuables que nous sommes tous.
Alors justement, essayons de voir concrètement, ça veut dire quoi? Alors on voit très bien, sur le papier c'est très bien, c'est pavé de bonnes intentions, je dirais pas comme l'enfer, mais enfin c'est très bien. Mais au fond, moi je suis absolument frappé qu'il y a un certain nombre de gens qui ne sont pas ni des gauchistes déchaînés, ni une extrême droite terrible. Laurent Wauquiez, il dit l'ADEME, ça fait partie des agences à utilité douteuse et coût bien réel. Le président LR du Sénat, Gérard Larcher, qu'on ne peut pas qualifier d'extrémiste et d'anarchiste, et il parle de l'ADEME, c'est plus de 4 milliards de budget, c'est près de 1100 équivalents temps plein, il réclame des actes concrets. Alors, justement, actes concrets, c'est quoi? Alors, c'est quoi ces actes? Parce que, justement, Benoît pourrait vous en parler, la présidente, autre extrémiste connu, la présidente LR d'Île-de-France, Valérie Pécresse, qui disait, écoutez, tous les projets financés par l'ADEME le sont aussi par la Banque des Territoires et par la région. Ça veut dire qu'il y a 3 administrations qui planchent sur les mêmes projets, qu'on fait 3 fois l'instruction. Mais c'est quoi tout ça? Alors, tous ces gens-là ont raison. On a envie de leur dire, mais pourquoi ne l'avez pas vous fait avant? Parce qu'en fait, c'est avec. Et pourquoi n'agissez-vous pas? Exactement, oui. Exactement. C'est toujours pareil avec des responsables politiques qui sont pas au pouvoir, c'est qu'ils ont toujours des très bonnes idées quand ils sont dans l'opposition, mais quand ils sont au pouvoir, ils n'agissent pas. Très concrètement, les agences, ça fait des années, des dizaines d'années, dont on sait qu'elles coûtent cher. C'est à peu près, c'est un budget d'à peu près entre 80 et 100 milliards d'euros. Donc inutile de vous dire que c'est quand même un gros bloc de la dépense publique. Bien sûr. Et pourtant, c'est des responsables politiques qui ont été au pouvoir et qui n'ont jamais agi. Alors, je vous disais tout à l'heure que ça énerve les contribuables, c'est assez simple. Vous savez, on dit souvent que les agences d'État, elles servent à recaser les copains. Là, concrètement, c'est vrai. C'est-à-dire que la personne qui dirige l'ADEME, c'est Sylvain Waserman, qui a été maire dans le Bas-Rhin, qui a été élu député macroniste de 2017 à 2002. Et pas de bol pour lui, en 2022, il a été battu par un député LFI. Et là, il était recasé à l'ADEME, proposé par Emmanuel Macron. D'accord. Validé ensuite par le Parlement. C'est bon les copains, ça. Donc c'est avoir un bon copain. Hein. Voilà, faut juste quand même préciser, même s'il a été membre de la commission du développement durable lorsqu'il était député, c'est toujours intéressant, je crois, de voir que ces organismes servent aussi à la tête de ces organismes, mais aussi dans les différentes directions. On vous avait dit tout à l'heure, il y a à peu près 1000 emplois, donc c'est quand même des organismes qui permettent de recaser les copains. Donc c'est un outil de recasage. 2, on l'a dit tout à l'heure, il y a de plus en plus d'agents, donc ça fait accroître la dépense publique. 3, et c'est ce que souligne Valérie Pécresse en l'occurrence, c'est que il y a des collaborations avec les régions qui sont vraiment à parfaire. On sait que les régions, depuis 2022, ont un rôle de plus en plus important dans le développement durable, et on s'aperçoit qu'il y a une espèce d'enchevêtrement, je vais y arriver, des compétences entre la région, entre l'ADEME, et puis il faut parler des DREAL. Les DREAL, c'est quoi? Ce sont les directions régionales de l'environnement et de l'aménagement et du logement. Et donc ce sont des services déconcentrés de l'État. Ouais. Et là, on voit vraiment de manière très concrète ce qu'avait très bien montré Boris Ravignon dans un rapport sur le millefeuille territorial, où là, on voit qu'en vrai, sur les sujets, en l'occurrence d'écologie, vous avez plusieurs acteurs qui interviennent plus ou moins sur le même domaine de compétences. Ça. Et donc, du coup, il y a un enchevêtrement qui coûte cher. Je pense notamment au rapport qu'il avait sorti, ce fameux Boris Ravignon, qui est maire de Charleville-Mézières, 7,5 milliards que coûte le millefeuille administratif en France. Et là, on voit que sur un domaine... Tout domaine confondu. Exactement. Hein. Et ben sur un domaine, on voit qu'en fait, ce sont des acteurs différents qui interviennent. Chacun veut poser son petit logo, évidemment, devant chaque projet parce qu'ils veulent exister. Et puis, à la limite, je vais vous dire, si c'était qu'une question d'argent, mais le problème, c'est quand vous parlez aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise qui, en fait, sonnent à la porte de cette ADEME ou des régions ou des DREAL pour avoir des subventions, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils disent en fait, en gros, on ne sait même pas à qui s'adresser. Il n'y a pas de guichet unique. Alors qu'en fait, pour des sujets vous voulez dire chacun de ces établissements a son guichet. Exactement. Donc vous avez des dossiers qui sont déposés dans chacune des structures, des dossiers qui sont instruits dans chacune des structures, et vous avez des chefs d'entreprise, les mêmes dossiers qui frappent à la porte de tout le monde en disant, globalement, comment faire pour percevoir ce à quoi la loi nous autorise de percevoir. Et en fait, c'est un temps perdu pour absolument tout le monde. Et malheureusement, on voit bien en plus que dans les rapports qui sont délivrés par ces organismes, je pense à l'ADEME en particulier, on voit bien quand même qu'il y a une teinte très très énergie renouvelable et très très anti-nucléaire. Donc il ne faut pas aussi penser... C'est toujours ça. Et c'est toujours ça. Alors, ça s'est un petit peu amélioré ces dernières années, mais ce qui est frappant, c'est que c'est quand même beaucoup de militants verts
qui prennent la tête de ces institutions et qui, je crois, doivent rendre des comptes aujourd'hui devant les Français ou devant les contribuables français, puisqu'on sait maintenant que les orientations qu'ils nous ont fait prendre depuis des années ne vont pas dans le bon sens. Et on a tous vocation, surtout en France, à avoir une énergie pas chère et abondante. Et on voit bien qu'aujourd'hui, avec le développement des énergies renouvelables et la fermeture du parc nucléaire, même si on est revenu dessus heureusement depuis quelques mois, eh bien, on a aujourd'hui une énergie qui est chère. On en a souvent parlé effectivement de ces intermittents du spectacle, hein, que sont les éoliennes ou les panneaux solaires et autres. Mais en fait, donc, par exemple, quand vous parlez de ces... Qu'est-ce qui fait que ces agences, ces organisations, vous dites, vous parlez de millefeuille, vous parlez des strates, etc. Et au fond, ça existe depuis des années. Mais ce que vous disiez, c'est toujours le fil de la pelote, Benoît Perrin, c'est que personne ne fait. C'est-à-dire, on constate, on dit voilà, il se passe ça et ça. Mais quand on est au pouvoir, vous l'avez dit, est-ce qu'il y aura un jour quelqu'un qui va faire son petit Elon Musk français, qui va dire allez, commençons peut-être à couper dans ces dépenses publiques. Tout le monde le dit. À droite, à gauche et partout, on dit il faut réduire les dépenses de l'État, les dépenses de fonctionnement notamment, etc. Et puis, oui, après, rien. On attend, en tout cas, du personnel français politique courageux. C'est sûr qu'il y a beaucoup de dépenses, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gaspillage, on sait tous qu'il y a de la redondance de structure. Et personne ne s'y attaque. Vous avez raison. Alors personne ne s'y attaque. Un, on l'a dit, parce que ça permet quand même de recaser des copains. Deux, c'est quand même un gros chantier. Parce que vous avez tellement justement de compétences. J'invite les auditeurs de Sud Radio à aller sur les sites gouvernementaux qui permettent de comprendre la répartition des compétences entre les communes, les régions, les départements et l'État. Je vous assure que c'est un tableau qui est passionnant parce qu'on n'y comprend plus rien. Vous avez une vingtaine de domaines et sur chacun des domaines, vous avez toutes les structures qui interviennent. Mais c'est fou. Donc je veux dire, à tous les niveaux, communes, départements, régions, État, etc. C'est passionnant. Alors oui, vous avez des chefs de file, mais tout le monde intervient sur tout en France. Et en fait, je crois que ce qui exaspère particulièrement les Français, c'est justement le fait qu'il y ait des responsables sur rien. Parce qu'en fait, quand vous avez tout le monde qui s'occupe de tout, et ben par définition, vous savez même pas qui vous adresser, mais vous savez même pas qui récriminer. Si vous avez une difficulté, c'est pas moi, c'est l'autre. C'est le voisin, voilà. Exactement. C'est les 12 travaux d'Astérix, où en fait on sait même plus à qui s'adresser. Et parce qu'en fait, la responsabilité est tellement, comment dire, dilue, qu'au final, personne n'est responsable de rien, et ce qui exaspère profondément les Français. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'on vit chez les Lilliputiens, mais où est Gulliver ? Exactement, c'est exactement Gulliver, ça. Il n'est pas là, il est occupé, il est surbooké. Et on voit pourtant qu'à l'étranger, il y a quand même des vagues de liberté qui sont en train d'arriver, et on voit bien que pour vraiment que les choses avancent, il faut des responsables qui ont du courage, qui savent quoi faire, qui savent comment faire. Et on sait à quel responsable s'adresser par rapport à telle ou telle tâche. Exactement. Et ça, c'est vraiment une culture qui est, je crois, vraiment, un peu détestable qui est instituée notamment dans le service public. Et je pense qu'on aspire tous à avoir des responsabilités. Les fonctionnaires aspirent à avoir des responsabilités à condition qu'on le leur donne. C'est pour ça, Benoît Perrin, que dorénavant, il faut que vous vous débaptisiez et que vous n'appelez plus contribuable associé, mais contribuable énervé. Et de plus en plus énervé. Mais il y a de quoi. Merci, Benoît Perrin. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Effectivement, on dit plus liberté, égalité, fraternité. On dit diversité, équité, inclusion. Eh oui, on a changé d'époque. Hein. Fini liberté, égalité. Le genre. Pourquoi je vous dis ça ? Eh bien parce qu'aujourd'hui, voilà, on ouvre des filières en fonction de quoi ? Du sexe, du genre, de la couleur de peau, de l'ethnie. Vous dites, mais non, pas en France. Oui, en France. Écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Patrick Juvet. Où sont les femmes, Patrick Juvet ? Mais c'est très simple. L'EPF Cachan vous le dit. Voilà. Il faut de la parité, c'est très bien, un nombre égal d'hommes et de femmes. Eh bien, l'EPF Cachan, qui est une école ingénieure, l'EPF Engineering School, eh bien, vient d'obtenir
l'accord du ministère de l'Enseignement supérieur pour ouvrir sur Parcoursup 50 places supplémentaires à ces 600 places ouvertes sur concours. On se dit c'est très bien, voilà, mais on ajoute 50 places supplémentaires. Très bien. Mais alors pourquoi? Eh bien, ces 50 places sont attribuées selon un recrutement distinct. C'est-à-dire pas le concours est présent, hommes, femmes, jeunes, non. C'est recruté uniquement à de futures bachelières, voilà, qui ont jusqu'au 13 mars prochain pour soumettre leur candidature pour rejoindre l'un des 4 campus à Paris-Cachan, Troyes, Montpellier ou Saint-Nazaire. Aujourd'hui, seuls 35% d'ingénieurs avec ES, bien sûr, femmes ingénieurs, sortent diplômés chaque année. Donc, voilà, on se dit, il faut lutter. Effectivement, il faut que les femmes ceci, les femmes cela. Très bien. Mais vous savez, il y a énormément de métiers. Aujourd'hui, par exemple, les avocats, la justice, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes aujourd'hui chez les avocats. Pourquoi faut-il que ce soit un dogme? Moi, je croyais, et vous savez, mais il y a quelque chose qui a complètement disparu, dont on ne parle plus du tout. Ça s'appelle la méritocratie. Que vous soyez noir, blanc, jaune, venu de partout, eh bien écoutez, vous faites les études, vous avancez, et au plus méritant, au plus compétent, à la plus compétente, eh bien, il faut lui donner le poste, il faut... Là, eh bien non, c'est plus du tout ça. Là, maintenant, voilà, il faut que ce soit effectivement... l'histoire de genre, voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et d'ailleurs ça s'est passé aux États-Unis, alors de façon absolument incroyable, avec ce Diversity Equity Inclusion, le DEI. Vous savez que dans énormément d'États, notamment en Californie, il y avait des pompiers, par exemple, vous étiez blanc, vous présentiez, eh bien, au nom, on vous faisait attendre 7 ans parce que justement, il n'y avait pas assez de quotas de minorités. Voilà. Très bien, et c'est formidable, et il faut effectivement que les minorités soient appuyées, soient promues. Mais au nom de quoi, effectivement, dans des concours, on a besoin de compétences très précises, que ce soit ingénieur, pompier, pilote, navigateur et autres, eh bien, c'est au mérite. C'est à l'étude. Non. Le VS Cachan, voilà. Eh bien, le PF Cachan ouvre une filière uniquement destinée aux femmes. Voilà. Eh bien, écoutez, si on continue comme ça, c'est très bien. Nous ferons des quotas partout. Et la compétence? Oh, bah, écoutez, on verra. C'est beaucoup moins important que le genre, que la couleur, que l'ethnie et que le sexe. Voilà. Et c'est comme ça qu'on avance, bien sûr. Sud Radio Berkov dans tous ses états. En fait, je vais vous dire, là, on va plutôt faire quelque chose qui est absolument magnifique. On va parler demain de ce qui s'est passé avec un gynécologue de Pau. Aujourd'hui, nous allons parler de la ville de Paris. Eh oui, Sud Radio Berkov dans tous ses états. Au pays de Choupi, on rigole bien. Avec la loupe Doudou et les copains. Attention. Au pays de Chou-Paris, avec Chou, Anne Hidalgo, on rigole bien. Et oui, pourquoi? La ville de Paris a officiellement présenté en début de semaine le dernier volet de son plan de prévention de risques. Pas de risque, hein, de risques. Oui, parce qu'on veut plus de risques à Paris. Il y en a trop. Alors, qu'est-ce que ça s'appelle? Écoutez-moi bien. Le plan couteau. Oui, auditeurs de Sud Radio. On a lancé un plan couteau, accompagné du hashtag, bien sûr, Stop Couteau. Stop Couteau, voilà, sur les réseaux sociaux. Ce plan a pour objectif d'endiguer les multiples agressions à l'arme blanche. Évidemment, il y en a eu énormément, 75% à l'agression à l'arme blanche. C'est vrai qu'il y a eu des égorgements et des blessures, et on a parlé ce matin avec Pierre-Marie Sèvres, effectivement, de ces images terribles à Livry-Gargan, quelqu'un en train d'être poignardé à mort, et rappelons Elias et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a décidé à Paris? Eh bien, voilà ce qui a été décidé à Paris. Écoutez le directeur de la police municipale de la capitale, Michel Felquet, mardi dernier sur France 3. Nous avons des flyers que nous distribuons aux sorties des collèges pour expliquer en gros que il ne faut pas prendre un couteau de sa cuisine, de son appartement et le mettre dans sa poche parce qu'il
risquerait de s'en servir. Mieux vaut éviter de l'avoir dans sa poche, parce qu'on voit bien que sur toutes ces affaires, vous voyez, les motifs sont assez futiles, entre guillemets, entre le vol d'un portable, un mauvais regard, une fille, tout se déclenche très rapidement entre jeunes. Et voilà, alors on a une vidéo, on a des médiateurs qui passent dans les classes aussi pour sensibiliser au non-port du couteau. Et puis le parquet, la police nationale, est là pour rappeler aussi que ce sont des infractions pénales que de porter un couteau. Et voilà, au pays des Tchoubinours, c'est les bisous qui comptent. Alors c'est formidable. Qui est coupable? Le couteau. Évidemment, ne partez pas avec un couteau, c'est sûr. Comme si la personne qui a envie d'avoir quelques affrontements, qui a envie de voler, de détrousser, il va partir avec quoi? Avec une fleur, il va partir avec des bougies, il va partir avec quoi? Avec un œillet à la boutonnière, et il va partir avec une arme, parce que lui, il pense à dérober, à prendre, à taxer, que ce soit un téléphone portable ou du fric, etc. Eh ben voilà, la riposte et la prévention de la mairie de Paris, eh ben ne sortez pas avec un couteau de cuisine. Non, non. Ah oui, eh ben alors écoutez, arrêtez les voitures, parce qu'il y a des voitures qui écrasent. Arrêtez tout. C'est extraordinaire. C'est prendre l'instrument alors que ce qui compte, c'est celui ou celle qui utilise cet instrument. Non, on fait des flyers. Voilà, ça occupe, ça contribue, effectivement, ça contribue. Et le contribuable que je suis et que vous êtes est content. Voilà. On va plus prendre nos couteaux et on va faire un hashtag magnifique. Stop couteau. C'est pas beau ça. On sent que ça va convaincre absolument tous les gens qui ont une propension à la violence. Ils vont tout arrêter et ils vont dire s'il vous plaît, donnez-moi votre portable, vraiment, avec douceur, parce que je viens d'écouter Stop Couteau et j'ai écouté mon médiateur. Et voilà comment ça avance. Restez bien avec nous dans un instant. André Berkoff fera le premier bilan des 15 premiers jours de Trump et Musk passés à la tête des États-Unis avec Renaud Bochart et Grigor Poppink. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous rendre sur YouTube, Spotify et sur le site internet de Sud Radio pour écouter les podcasts de cette émission. Voilà, tout de suite. Les États, midi 14h. André Berkoff. Eh bien, nous allons parler de quoi? Nous allons parler surtout avec quelqu'un que je suis très heureux d'accueillir, on a fait déjà des choses avec lui, c'est Renaud Bochart. Bonjour Renaud Bochart. Bonjour André Berkoff. Vous êtes avocat, vous êtes franco-américain, vous avez été professeur associé à l'American University de Washington College of Law à Washington DC. D'ailleurs, vous vivez à Washington. Bien sûr, je vous ai rencontré la dernière fois que je suis allé, c'était en novembre dernier, très exactement. Et vous êtes de passage en France parce que vous avez votre famille aussi en France, une partie de votre famille. Et justement, je voudrais qu'on parle de cette espèce de, je ne sais pas, alors les adversaires disent tsunami, les autres disent ouragan, les troisièmes disent ah non, c'est formidable ce qui se passe. Ces 15 jours, ça avait commencé un peu avant, mais depuis l'intronisation du 20 janvier, nous sommes le 4 février, ça fait pratiquement 2 semaines, et on a l'impression que ça fait 4 ans et demi avec les annonces et les mesures qui se succèdent, non pas tous les jours, mais toutes les heures. Alors comment c'est perçu aux États-Unis, Renaud Bochart? Alors, pour être honnête, je suis en France depuis le 23 janvier, donc pour une fois, je peux pas vous donner des informations de première main, des observations de mon propre cru. Donc je dois m'en remettre d'abord à ce que me dit mon épouse et ce que je peux consulter en lisant les médias américains et particulièrement les médias indépendants. Il faut surtout pas lire des journaux comme le New York Times ou le Washington Post et a fortiori. Ah oui, vous les aimez pas. Vous les aimez surtout pas. C'est vraiment, ce sont des médias de propagande. Donc pour là, je suis à partir des quelques sources d'informations fiables que je consulte, mais c'est la panique. Alors c'est la panique chez qui exactement? Soyons précis. D'abord, c'est la panique quand même dans l'administration fédérale. Vous avez quand même 2 millions de fonctionnaires fédéraux qui se sont vus proposer un départ négocié
2 millions 2 millions. Ils sont plus déjà proposés un départ négocié. Exactement. D'accord. Vous avez des agences entières comme USAID qui sont fermées. Alors Trump a commencé par virer Manu Militari, escorté par la police vers la sortie les 56 fonctionnaires les plus haut gradés à USAID, et puis finalement il a fermé l'agence. Je rappelle quand même que USAID, c'était pour l'année 2023, c'était un budget annuel de 73 milliards. 73 milliards de dollars par an. On va en parler de la SAID justement avec vous et avec Grégoire Pupink en seconde partie, mais je voudrais savoir en fait cette espèce mais comment a été perçue, y compris effectivement dans les médias et ailleurs, cette espèce d'avalanche quand même qu'il y a eu depuis 15 jours. C'est-à-dire qu'il a fait quoi? Il a fait pour couper un peu la route tout de suite pour dire allez, on y va, on fait, on ferme. Parce que vous dites 2 millions, il faut le faire, disons qu'il a voulu ne pas reproduire les erreurs qu'il avait commises lors de son premier mandat, où en fait ce qu'il a fait, c'est rétablir sur une bureaucratie qui est complètement hors de contrôle, un système de command and control. C'est-à-dire qu'en fait, il a fermé le gouvernement. Il a fait un shutdown du gouvernement. Oui, carrément, il a fermé le gouvernement. Oui, c'est un shutdown du gouvernement. Donc, il y a que les fonctions vitales qui continuent de fonctionner. Tout ce qui permet, en fait, d'acheminer des chèques vis-à-vis pour des gens qui sont tributaires de fonctionner la machine, quoi. De la sécurité sociale, qui est la retraite. Mais pour le reste, il a fermé le gouvernement. Il a, en même temps, et là, c'est très, très intéressant parce qu'il a pris possession des organes les plus stratégiques au sein du gouvernement via le DOGE. Et il a envoyé DOGE, le Department of Governance Efficiency. Voilà, le département de l'efficacité gouvernementale. Piloté par son comparse Elon Musk. Exactement. Et Elon Musk a pris possession, a envoyé des équipes de petits génies. Il y a même des petits génies qui ont 17 ans, qui ont pris possession, qui sont installés à tous les étages de direction des centres stratégiques de toute l'administration américaine. Je pense particulièrement au Office of Personnel Management, c'est toutes les ressources humaines de l'administration fédérale américaine. Et puis le système de paiement du Department of Treasury, du Trésor. Du Trésor américain. C'est le ministère des Finances, quoi. C'est le ministère des Finances, mais c'est tout ce qui permet de verser de l'argent public. À tout ce qui est association, tout. Tout. Donc, il a pris possession de tout ça. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu, notamment au Department of Treasury, il y a eu une révolte. D'abord, le plus haut gradé du Department of Treasury a été convoqué pour qu'on lui a demandé de remettre les passwords, les mots de passe du système de paiement. Il a refusé. Et puis finalement il a été viré, il a été éjecté. Il les a donnés quand même. Alors, on ne sait pas du tout quel est le statut de ces mots de passe, mais enfin, ce qui est quand même incroyable, c'est qu'on n'a pas. En principe, c'est comme en France, c'est une bureaucratie, une administration, c'est un système hiérarchique. Bien sûr. Donc, on lui a pas demandé quand même d'envoyer des centaines des centaines, des milliers ou des dizaines de milliers de personnes vers des camps de la mort. On lui a simplement demandé de donner les clés du système de paiement, du système du Trésor. Donc, il a refusé. On n'est quand même pas devant un ordre illégal. Il est normal qu'une administration qui rentre en fonction ait accès au système de paiement. Pourquoi ? Parce que tout ça dissimule des choses complètement inavouables, comme on est en train de s'en rendre compte avec ce qu'on entend sur USAID. La plupart des Américains pensaient que USAID était quelque chose qui distribuait des repas de cantine à des enfants rwandais, et en fait on s'aperçoit que ça finance des opérations clandestines dans un grand nombre de pays, que ça finance des organisations politiques. La dernière que j'ai vue, c'est par exemple en Pologne, Kristika
Policina, qui est le plus large réseau d'institutions et de militants progressistes en Europe centrale et de l'Est, et dont la mission est de construire une nouvelle infrastructure de gauche en Pologne. Et ce qui est le lendemain de la fermeture de USAID, elle dit mais nous n'avons plus de fonds pour fonctionner. Personne ne savait que USAID était là-dedans. Vous voulez dire qu'ils ont coupé le robinet du jour au lendemain, enfin dans l'heure qui suit. C'est ce qu'il a fait. C'était complètement inimaginable qu'une nouvelle administration puisse faire ça. Donc, oui, alors Renaud Beauchard, ce que vous dites, c'est que la fameuse référence à l'état profond, au deep state, qui comptait combattre, cette fois-ci, véritablement, il y a ce qu'il n'a pas pu faire, ou il n'a pas fait, en tout cas dans sa première mandature, Trump de 2016 à 2020, puis il y a eu après Biden. Là, il s'attaque vraiment au réacteur central, quoi. Ah oui, encore une fois, je vous dis, c'est un peu la comparaison de ce qui se passe avec cette administration Trump, c'est un peu comme si les États-Unis, et c'est l'impression qu'ont de nombreux Américains, moi y compris, pensaient qu'ils étaient gouvernés par une administration coloniale, et que nous sommes dans une décolonisation, et les colonisés ont pris possession des centres stratégiques de l'administration. Alors là, ça se fait de manière tout à fait pacifique. C'est une alternance politique, donc une alternance dans les urnes, mais ce qui était inimaginable et ce qui ne s'est pas passé en 2016, c'est la prise de contrôle par l'administration entrante, l'administration de Trump à l'époque en 2016, qui s'était fait complètement dépasser par une bureaucratie entière qui avait fait sécession. Il a retenu la leçon, et cette fois-ci, dès les premiers jours, il prend contrôle complètement de cette administration fédérale, et il rétablit, encore une fois, ce que je disais, un système de command and control. Et on est en train, alors là, on nettoie les écuries d'Augias, on va avoir des révélations qui étaient inimaginables. Bon, rien que le fait que USAID, par exemple, ait financé et participé au financement des recherches de gains de fonction sur les coronavirus à Wuhan. Personne ne savait ça. Mais est-ce que c'est sûr, ça, c'est ce qu'a lancé Robert Kennedy Jr. Ce n'est pas je sais pas, est-ce que ce n'est pas je ne dirais pas du complotisme, mais est-ce que ce n'est pas des choses lancées comme ça? C'est basé sur des faits réels, on est sûr de ça? C'est basé sur des faits réels. Samantha Powers, qui était l'administrateur de USAID, qui était d'ailleurs l'ancienne ambassadrice de Barack Obama aux Nations Unies, a été auditionnée par le Congrès, et elle a reconnu tout ce qui lui était demandé. Vous avez aussi sur USAID, bon, c'est pas tout. On apprend par exemple que USAID a fait que Lindsey Graham, le sénateur républicain, néoconservateur avéré et faucon de la politique étrangère américaine, était le directeur du International Republican Institute, qui est une entité à but non lucratif, et on apprend que c'était financé par USAID. Ce qui est très intéressant, c'est que Lindsey Graham était un des principaux opposants côté républicain à la nomination de Tulsi Gabbard. Le lendemain des révélations sur USAID, le lendemain de la fermeture de USAID, Lindsey Graham dit apporter son soutien à la nomination de Tulsi Gabbard. Dès qu'on les épingle quelque part, ils disent ah oui non on va y aller, etc. C'est-à-dire que ce qui est extraordinaire, mais moi la question que je vous posais, vous dites 2 millions, mais il faut que, vous savez, vous avez parlé au départ, 2 millions de fonctionnaires fédéraux se sont vus dire bon ben c'est fini, viré, etc. Sauf qu'il faut les remplacer les 2 millions. Enfin ils servaient pas tous à rien. Comment ça va se passer? C'est la question que se pose un grand nombre d'Américains. Mais oui, parce est-ce que l'administration fédérale américaine n'est pas une armée de bullshit job, pour reprendre l'expression de David Graeber? Est-ce qu'il servait à quelque chose ou pas? En tout cas, moi je peux vous dire que j'ai été consultant de USAID et du Millennium Challenge Corporation, qui sont donc le Millennium Challenge Corporation est une autre agence d'aide au développement américaine. Je peux vous dire que vous pouvez supprimer la totalité des projets de USAID et de MCC. Les pays
qui reçoivent de l'aide ne s'en porteront pas moins bien. J'ai vu l'administration fédérale américaine est une administration autoréférentielle. Alors une autre chose, c'est que c'est aussi un énorme réservoir de fonctionnaires qui étaient payés à faire du DEI. Diversity, équité et inclusion. Bon, ça a été une des premières mesures de Trump. Ça on sait, un décret présidentiel disant je mets à pied la totalité des personnes qui occupaient des fonctions dans des départements d'EI. Mais ça concerne beaucoup de gens, ces départements d'EI. C'est plein je connais pas les effectifs exacts des départements d'EI, mais il y en a partout. À tel point d'ailleurs que même, si vous voulez, USAID était devenue essentiellement une agence d'évangélisation woke quand ce n'est pas de subversion de gouvernement étranger. En tout cas, ce n'est plus une purge, c'est beaucoup plus que ça. Effectivement, espérons que personne ne sera envoyé en camp de rééducation, mais il y a quelque chose de très très profond que nous décrit Renaud Beauchard. On va en parler aussi avec Grégoire Pupink un peu plus tard. Après cette petite pause, restez avec nous, c'est absolument passionnant ce qui se passe et ça va réagir chez nous aussi. Au Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Et nous sommes toujours avec Renaud Beauchard et nous aurons bientôt Grégoire Pupink pour parler de ce qui se passe. Je ne sais pas si on appelle ça révolte ou révolution ou changement de paradigme, en tout cas de ce qui se passe avec Trump aux États-Unis et qui va évidemment nous concerner, on le sait, dans les mois à venir. Alors, il y a quelque chose de très intéressant là, deux choses, Renaud Beauchard, ce qui s'est passé avec le Canada et avec le Mexique. Donc, utilisant les armes qu'on connaît, la guerre tarifaire, la guerre des impôts, la guerre des taxes, effectivement. Il dit voilà, on va taxer le Canada parce que c'est pas possible avec les infiltrations et le fentanyl. On va taxer le Mexique parce que c'est plus possible de recevoir les narcotrafiquants comme ils nous les envoient. Et voilà, on va le faire. Et puis alors les autres réagissent. Trudeau, il dit nous aussi, nous allons faire une mesure de rétention. La présidente du Mexique, la même chose. Et puis patatras hier, eh bien tous les deux disent oui, nous avons une discussion, chacun d'entre eux, enfin Trudeau et Sheinbaum avec le président Trump. Ça a duré 3/4 d'heure. C'était franc et c'était très clair. Eh bien, le Mexique annonce qu'ils vont déployer une armée mexicaine, c'est le cas de le dire, mais une vraie armée mexicaine aux frontières du Mexique des États-Unis. Trudeau dit oui, nous sommes arrivés à un accord. Est-ce que c'est ça vraiment la technique Trump, le deal? C'est-à-dire, j'envoie mes trucs, je dis voilà, je montre le rapport de force, et ensuite, alors Trump du coup a dit oui, nous retirons les sanctions en tout cas pour un mois pour voir ce qui va se passer. C'est the art of the deal. C'est vraiment la méthode traditionnelle de Donald Trump. On négocie. On utilise des arguments massus et puis on obtient des concessions. Là, en l'espèce, les concessions qui étaient attendues de la part du Mexique et du Canada, qui je rappelle sont les partenaires commerciaux dans le cadre de l'accord de l'ALENA. Oui. C'est les partenaires commerciaux privilégiés, l'ALENA. Oui, donc là, il s'agissait de régler un certain nombre de problèmes aux frontières. Et notamment sur l'importation aux États-Unis de fentanyl. C'est ça. Opioïdes très dangereux. Donc on impose des tarifs douaniers de 25%, et puis finalement Trudeau et la présidente mexicaine calent, et puis on se retrouve avec une suspension des tarifs douaniers annoncés qui devaient rentrer en vigueur aujourd'hui. C'est ça, absolument. Donc ça c'est du Trump classique. Il a fait le même coup avec la Colombie. En expulsant un certain nombre de migrants qui avaient eu des problèmes avec la justice américaine, et puis à mi-chemin, le président, lorsque le vol de rapatriement de ces migrants était en l'air, le président colombien annonce qu'il n'accepte pas le retour des migrants. Trump lui dit je vous mets 50% de tarifs.
Et du coup, il a envoyé sa propre flottille, le président colombien. Mieux que ça, en fait, c'est-à-dire que non seulement il a 50% de tarifs, mais il annonce aussi qu'il restreint les entrées à la frontière pour la totalité de la population colombienne. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez toute l'élite colombienne qui téléphone au président colombien en disant « Et moi, comment est-ce que je fais pour envoyer mon fils à Harvard ?» Et immédiatement, le président colombien recule. C'est très intéressant. Alors justement sur l'Europe, Renaud Beauchard, pour parler un peu de l'Europe, continuons. Donc lundi, il y a eu dirigeants de pays membres de l'Union européenne, du Royaume-Uni aussi, et secrétaire général de l'OTAN se sont réunis lundi pour une réunion rencontre exceptionnelle consacrée à la défense européenne. Et j'aimerais avoir aussi votre ressenti par rapport à ça. Donc il y avait les patrons, tout ça, etc. Et vous avez vu que Donald Trump a eu un sonore, Julien, très important. Regardez ce qu'il a dit sur l'Europe. Un journaliste lui a demandé qu'est-ce que vous pensez de l'Europe. Vous voyez, on n'a pas ce sonore. Bon, ben écoutez, tant pis. Alors simplement, je vais le dire. Et lui demander alors, est-ce que, à votre avis, qu'est-ce que vous allez faire avec l'Europe? Est-ce que vous allez faire des sanctions tarifaires et autres? Et Trump lui dit, vous voulez la réponse politique ou vous voulez la réponse réelle? Intéressant déjà. Alors, le journaliste lui dit, je veux la réponse réelle. Et il dit, ben oui, on va le faire. Donc effectivement, il parle de plus en plus de sanctions. C'est pas 5% ou 10%, ça, ce n'est pas... Et vous vous rappelez qu'il disait, nous avons quelque chose qui s'appelle un océan entre nous, parlons de l'Europe. Pourquoi payons-nous des milliards de dollars de plus que l'Europe? Il a, avant même son entrée en fonction, il a dit, l'OTAN, si vous voulez continuer l'OTAN qu'on vous protège, il faut payer beaucoup plus que vous ne payez, au moins 5% de votre PIB, etc. Il va y avoir quoi sur l'Europe, à votre avis? Il va y avoir aussi une offensive trumpienne, comme on l'a vu ailleurs? Bien sûr. De toute façon, Trump avait annoncé, dans le cadre de la campagne électorale, qu'il envisageait d'imposer des tarifs pour supprimer l'impôt sur le revenu aux États-Unis. Je rappelle que c'était le fonctionnement du gouvernement avant 1913 était entièrement financé par des tarifs douaniers. L'impôt sur le revenu fédéral. Il n'y avait pas d'impôt sur le revenu avant 1913. En fait, 1913-1914 se crée à la fois l'impôt sur le revenu fédéral avec le département de la ARS, Internal Revenue Service, et la Federal Central Bank. Nous vivons avec des institutions économiques comme les banques centrales qui sont en fait relativement récentes. Ça, c'est un retour. Les tarifs douaniers pour faire fonctionner le gouvernement, c'est un retour à des fondamentaux économiques qui existaient dans la première partie de l'histoire des États-Unis, qui était une stratégie. Reste à savoir s'ils seront efficaces et s'ils peuvent arriver à supprimer l'impôt sur le revenu. Ça me paraît quand même énorme. Je crois que maintenant on est vraiment dans le domaine de l'extraordinaire. Donc tout ça a été prévisible. Maintenant, ça fait aussi partie d'un très grand plan d'ensemble, qui est la signification profonde de l'élection de Donald Trump. C'est une concentration sur le homeland, sur la patrie, sur le territoire américain, au détriment de l'expansion illimitée de l'Empire américain. C'est là-dessus, c'était encore une fois extrêmement clair. Venez vous installer, il l'a même dit à Bernard Arnault, venez vous installer aux États-Unis, faites vos entreprises aux États-Unis, etc., etc. Et on voit bien que l'Europe est mise face à ses responsabilités là-dedans. Oui, et d'ailleurs, sur l'économie, c'était un petit peu, je dirais que les tarifs douaniers ont pour but d'avoir un petit peu le même effet qu'ont eu à titre pervers les sanctions contre la Russie, qui a permis en fait à la Russie de rapatrier la totalité de ses entreprises en Russie. L'idée, c'est quand même de rapatrier la production. Et ça a servi les Russes, comme on sait, et comme on voulait nous mettre à genoux l'économie russe, enfin nous, notre cher ministre de l'économie, Bruno Le Maire. On a vu les résultats. On va continuer d'en parler avec Renaud Beauchard, on va continuer à parler de l'USAID et avec Gregor Pöpping, directeur du Centre européen pour le droit et la justice. C'est absolument fascinant ce qui se passe et encore une fois, ça nous concerne. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h.
André Berkoff. Alors, on parlait du tsunami Trump-Musk, de l'ouragan, de ceux qui disent c'est pas possible, c'est terrifiant, il détruit l'Amérique, et d'autres qui disent non, il est en train de la reconstruire. En attendant, on va parler justement de cette USAID. Alors, voici ce que disait Mike Pence là-dessus. Il disait... L'USAID n'est pas une organisation d'aide. L'USAID signifie Agence américaine pour le développement international. Elle développe toutes les organisations militantes dans les pays étrangers que le département d'État met en place pour gagner en influence. L'USAID a été créé pour être un centre qui organise toutes les différentes opérations clandestines à l'étranger. C'est toujours l'essayiste Mike Pence qui parle. Son budget est de 50 milliards de dollars annuels. L'ensemble de la communauté du renseignement ne dispose que de 72 milliards de dollars. Et il termine, c'est plus que la CIA et le département d'État. Donc, dit-il, c'est plus que le budget de la CIA et du département d'État. C'est un acteur qui vient en aide au Pentagone, au département d'État et à la communauté du renseignement. Grégoire Puping, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes, je rappelle, vous êtes directeur du Centre européen pour le droit et la justice et vous avez déjà reçu et toujours avec plaisir. Alors est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition ou cette description du l'USAID de Mike Pence Oui, bonjour. Oui, je suis parfaitement d'accord. USAID est une organisation, est une agence des États-Unis fondée dans les années 60. Pour servir de levier d'influence dans le monde entier à la politique américaine au moyen du dollar, au moyen du financement de projets, de programmes officiellement d'aide. Mais il faut bien comprendre que l'aide est toujours conditionnée. Ce n'est jamais une aide gratuite. Les États-Unis, donc depuis les années 60, sont engagés dans cette démarche d'influence. Officiellement, bien sûr, c'est pour aider au développement des pays, pour aider à leur stabilisation. À l'époque, pendant la guerre froide, c'était pour contrer l'influence communiste, en particulier dans les pays en voie de développement, mais toujours une aide conditionnée à l'adoption de politiques nationales. Ça veut dire on vous donne tant de milliards, tant de dizaines de millions à tel gouvernement, à condition que vous fassiez ceci ou cela. Vous voulez dire qu'ils posaient leurs conditions déjà, ils posaient leurs conditions. L'agence, oui. L'agence pose ses conditions et selon les époques, les conditions évoluent. Ça veut dire que dans les années 60, c'était beaucoup des conditions relatives au contrôle démographique, limiter les naissances au Nigeria, au Pakistan, etc., au Pérou. Et aujourd'hui, les conditions sont plutôt relatives à la promotion du féminisme, à la promotion de la culture woke, les questions d'égalité, LGBT, etc. Donc, les priorités de la politique américaine en termes d'influence culturelle évoluent, mais le moyen reste le même, le conditionnement de l'aide au développement à l'adoption de politiques. Mais on peut dire que les USA ne sont pas les seuls à faire ça. L'Union européenne... Bien sûr. Le fait aussi, bien sûr. Mais alors justement, vous dites ça, Grégoire Puping, et je ferai évidemment intervenir aussi Renaud Bochart, on l'a fait. Mais quand, par exemple, un Robert Kennedy Jr. Dit, qui n'est pas encore ministre de la Santé, on verra s'il le devient, mais dit oui, mais écoutez, ça a servi aux opérations de Maïdan en 2014 pour déstabiliser le régime à l'époque ukrainien en place avec l'aide de la CIA. Et il dit que USAID a joué un rôle central, dit-il là-dessus. Quand Elon Musk dit « oui, on est en train de regarder tout ce qu'a fait l'USAID », l'USAID a participé d'une certaine manière, je ne dis pas de manière active ou de manière plus feutrée ou cachée, pratiquement il est arrivé à la construction de biolabs en Ukraine et aussi aux essais au laboratoire de Wuhan dès 2019 du Covid SARS virus. Est-ce qu'ils vont pas un peu loin, ça, quand même? Pas du tout. Non, c'est parfaitement crédible. Il faut comprendre que USAID n'agit pas seul. C'est un budget considérable. USAID est le bras officiellement d'aide humanitaire de l'action politique extérieure américaine, en particulier de la CIA. Et c'est une action politique qui demeure
à travers et par-delà les alternances démocrates républicaines aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle généralement l'État profond, le deep state, c'est-à-dire la continuité de la politique étrangère américaine pour la défense des intérêts américains. Donc oui, USAID sert à mettre en œuvre cette politique sous couvert d'aide au développement. Et ensuite, USAID elle-même agit sous couvert de fondations et d'ONG. Donc à la fin, vous avez sur le terrain des ONG officiellement privées, dont les États-Unis ne sont pas responsables, et qui agissent en fait avec l'argent de USAID, qui lui-même agit avec l'argent du gouvernement sur instruction. Qui lui-même agit avec l'argent du contribuable. Voilà. Et donc vous avez en fait une double couverture. Et à la fin, c'est une simple, officiellement ONG, qui sur le terrain agit. Pour mettre en œuvre la politique étrangère américaine. Et ils font ça, évidemment, en Europe centrale, de façon très importante, en Ukraine. Mais aujourd'hui, on peut dire aussi que l'un des terrains d'action importants de cette politique, c'est les Balkans. La Macédoine, l'Albanie, qui sont un nouveau terrain stratégique important pour l'avenir de l'Europe. L'idée étant maintenant de faire basculer les Balkans définitivement dans le camp occidental. Parce que certains pays des Balkans aussi entre l'influence russe et puis les Russes. Oui, mais alors Grigor Pupin, juste question, je poserai la même question à Renaud Beauchard. Mais si la politique était inchangée, comment vous expliquez que pour la première fois, quand même, l'actuel pouvoir en place, mais il démolit complètement, il dit tout sur ce que vous êtes en train d'expliquer, ce qu'on parlait aussi avec Renaud Beauchard. Il est en train de dire voilà ce que fait le USAID. C'est-à-dire, si on en parle aujourd'hui, c'est que tout est en train d'être mis sur le tapis. Alors, normalement, ceux qui défendent la politique américaine à l'étranger, c'est pas ce qu'ils devraient faire en premier, si on était dans le cynisme continu. Il faut comprendre qu'il y a une... USAID, c'est une action, c'est le Deep State, c'est une action idéologique dans la durée, qui a pendant des décennies financé à dizaines de millions de dollars des programmes de contrôle démographique, de stérilisation forcée, y compris par exemple au Pérou, 314 000 femmes péruviennes stérilisées dans les années 90 avec l'argent de USAID. Stérilisation, même en Tunisie, mise en œuvre par un médecin français, le docteur Pierre Simon. Au Vietnam, voilà, donc une politique d'influence, d'abord démographique, maintenant culturelle, mais c'est toujours lié. Et que ce soit Trump ou Musk, ils n'aiment pas ce wokisme. Oui, ils sont même violemment contre. Ils sont violemment contre. Et ils ont face à eux un nid c'est le levier, c'est l'instrument, c'est l'une des armes principales américaines, quand même 40 milliards par an, c'est 40 000 millions de dollars, 40 000 millions de dollars à la main que vous pouvez utiliser à travers le monde librement pour exercer une influence idéologique. Ça veut dire, vous dites aux pays africains, on vous donne 5 millions pour faire ceci, à condition que vous acceptiez telle politique. Et clairement, Trump et Musk sont contre cette forme de colonialisme idéologique, contre pour leur propre pays, et ils pensent en plus que c'est une perte d'argent. Il faut se souvenir que lors du précédent mandat de Trump, déjà, il s'était heurté à la CIA. Il avait essayé de mettre certains de ses hommes au pouvoir à la direction de la CIA, et pour lui, la CIA était vraiment une poche de résistance à sa politique. Et même une poche de déstabilisation, puisqu'ils ont tout fait, on le sait, avec la soi-disant collusion russe, avec le FBI et autres, pour l'impeacher, comme on dit, aux États-Unis, enfin le destituer. Renaud Beauchard, au fond, est-ce que ce que dit Grigor Pupin, est-ce qu'on voit, est-ce que donc c'est une véritable rupture, quand même, une rupture, je dirais presque, qualitative et plus que ça, avec la politique depuis des décennies des USA? Oui, de toute façon, alors disons que là, on révèle des choses qu'un certain nombre d'initiés savaient quand même. Mais on va véritablement avoir une transparence complète sur les activités, sur d'abord ce qui est payé, ce qui est versé et ensuite à qui. Oui, à tel ou tel État, telle ou telle ONG, tel ou tel, etc. Oui. Donc vous allez avoir la lumière complète sur tous les agissements de USAID. Il faut
quand même savoir en même temps qu'USAID a quand même toujours été une entreprise idéologique. D'abord, c'est une agence fédérale qui a été créée en 1961 sous l'administration de JFK. Ça a toujours eu des buts quand même d'ingénierie sociale. Un des inspirateurs de USAID, c'était le sociologue américain Talcott Parsons. C'était quand même déjà qui notamment sur la sociologie, sur la famille, sur la santé reproductive, mais vous avez eu quelque chose qui s'est développé de manière plus récente, dans le cadre de cette nouvelle guerre froide et dans le cadre de cette fameuse guerre contre la désinformation, qui est en fait une guerre informationnelle et qui est affrontement de propagande occidentale et non occidentale, vous avez eu une extrême concentration de moyens d'influence politique et de subversion de régime, et particulièrement en Europe centrale et en Europe de l'Est, qui sont devenus le nouveau point chaud de la planète. On va en parler tout de suite et je crois que nous avons un appel. Un appel de Philippe de Narbonne. Bonjour Philippe. Oui, bonjour, Philippe de Narbonne. Eh bien, je voulais revenir un petit peu sur, les propositions de Trump de supprimer les impôts. Mais bien sûr, il y a une autre façon de faire et Trump a été élu pour ça et il va le faire. Regardez ce qui se passe, en Argentine avec le Javier Milei, oui. Voilà, avec des résultats faramineux et en arrêter à vouloir affaiblir le peuple pour enrichir une oligarchie qui se gavait. Voilà, qui se gavait de l'état profond. Moi je suis très content, et ça on ne l'entend pas assez sur les ondes à la télévision, que beaucoup, je pense, sommes contents que Trump, veuille changer les choses, car effectivement, au final, l'important c'est le peuple et non pas l'oligarchie. Certes, et écoutez, on va, en tout cas, ça c'est sûr, et on va voir qui va défendre le peuple et qui défend l'oligarchie, en France aussi, parce que beaucoup de choses à dire là-dessus. Je voulais simplement revenir, le porte-parole de Trump, comment elle s'appelle, Kathleen Fenwick, je crois, je ne sais pas, pardon Leavitt. Oui, voilà. Elle a dit ceci par rapport des priorités de l'USAID, on en parlait de l'USAID. Elle donne des exemples, petits exemples. 1,5 million de dollars pour faire progresser effectivement, equity, inclusion, etc., diversity sur les lieux de travail ou en Serbie. 32 000 dollars pour une bande dessinée transgenre ou au Pérou. Par exemple, c'est quand même très intéressant et elle donne comme ça un certain nombre d'exemples qui sont assez hallucinants. Alors vous allez me dire, ça n'a rien à faire avec les milliards, mais il y a quand même eu une espèce et si vous voulez, Grégoire Pupink, encore une fois, il y a quelque chose qui se passe quand même, qui, à ma connaissance, ne s'est pas passé aux États-Unis, je ne parle pas de l'Europe, depuis la fondation de l'USAID dans les années 60, etc. C'est-à-dire que, en fait, le bras armé, en tout cas tel qu'il existait, il y aura peut-être un autre bras armé, mais celui-là est en train de se faire sectionner sérieusement. Oui, je pense c'est une révolution importante. C'est un changement brutal. Comme c'est le faire Donald Trump, c'est aussi une décision, je pense, nécessaire de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, d'arrêter la machine et de dire maintenant on va regarder clairement ce que cette agence a fait avec tous ces milliards et surtout son néocolonialisme, son interventionnisme idéologique et aussi géopolitique dans les pays en particulier d'Europe de l'Est. Donc c'est une décision importante. Reagan, déjà, avait pris à l'époque quelques décisions de ce genre, en décidant d'arrêter justement les questions les financements sur le contrôle démographique dans le reste du monde, et en révélant au public des documents confidentiels, notamment le rapport Kissinger sur le contrôle démographique et l'engagement de la politique américaine en ce sens. Donc il y a eu à l'époque de Reagan ce précédent de mise à jour de politiques vraiment, je dirais, scandaleuses et qui ont beaucoup choqué l'opinion américaine. Et maintenant, on arrive à une nouvelle étape avec Trump, où il va y avoir une nouvelle révélation. Évidemment, on s'attend à beaucoup de choses concernant le Covid.
Ça va être intéressant pendant les prochaines semaines de suivre cela de près. USAID, vous m'avez posé la question, est-ce que USAID a pu financer des laboratoires en Chine ou ailleurs? Oui. Moi, ce que je peux dire, c'est que sur la base de nos recherches, on a vu que USAID, effectivement, a financé énormément de programmes de recherche en général, y compris des programmes de recherche réalisés en lien avec l'OMS, toujours sur les questions de contrôle démographique, notamment des vaccins stérilisants. Vaccins stérilisants, recherche pour les vaccins stérilisants réalisés dans le cadre du programme de population humaine abrité par l'OMS et financé largement par des fondations privées du genre Warren Buffett, Gates et USAID. Donc il y a des recherches en termes d'instruments de régulation démographique qui ont été financés par USAID. Entre autres, donc je ne serais pas étonné qu'il y ait eu d'autres recherches, évidemment. Bien sûr. Écoutez, en tout cas, à mon avis, tel que c'est parti, tout ça va être révélé, dit et exposé, et on verra la suite. On en parle tout de suite avec Renaud Bochart et vous-même, Grégoire Pupink, après cette petite pause. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Et nous continuons de parler effectivement de ce qui se passe aux USA après 15 jours de Trump et Musk, pour ne parler que d'eux, et on parle surtout de ce scandale planétaire de l'USAID. Donc nous sommes avec Renaud Bochart, qui est ancien professeur associé à l'American University Washington College of Law à Washington. Il est franco-américain, il vit à Washington. Et il est l'auteur de l'assujettissement des nations controverses autour du règlement des différents États investisseurs. Et nous sommes avec Grigor Pupink, directeur du Centre européen pour le droit et la justice. Et nous parlons de cette USAID qui, je le rappelle, plus de 40 milliards de dollars en 2023. Ça continue aussi. Il est dans plus de 100 pays où il a dépensé, tout en maintenant des bureaux dans le monde entier et 10 000 membres du personnel, la fameuse USAID. Mais Renaud Bochart, moi je voudrais peut-être, et je poserai aussi la question à Grégoire Pupink, et maintenant et surtout demain, parce que bon, très bien. Alors il a fait cette espèce de tir en rafale depuis pratiquement avec une mesure par heure dans tous les domaines depuis 15 jours. Mais il ne peut pas y avoir de réaction. Comment vous voyez, sans jouer aux marques de café, sans jouer aux voyants, l'avenir? Est-ce que franchement, cet état profond ne va pas disparaître comme ça, comme une termitière? Qu'est-ce qui peut se passer? Comment ça va se passer dans les mois à venir, disons? Comment on peut envisager les choses? Il y aura des tentatives de réaction et on a déjà annoncé un certain nombre de stratégies juridiques, d'actions en justice, mais il semble, c'est ça qui était assez étonnant. Il y a eu un article du New York Times justement qui consultait un certain nombre de juristes, notamment sur les licenciements, tout ça, oui. Sur la fermeture de USAID particulièrement et les licenciements à USAID dans le cadre de la politique étrangère. Et en fait, tous les juristes semblaient dire, mais en fait, l'exécutif semble avoir un droit de licenciement à volonté sur son administration. Donc, il semblerait que pour ce qui est des recours juridiques, pour l'instant, ils n'ont pas la solution. Il est clair que pour l'instant, ils sont un grand nombre de membres de démocrates ou de progressistes et a fortiori de fonctionnaires fédéraux sont assez tétanisés par ce qui est en train de se passer. Ça fait partie de la stratégie. Donc, pour l'instant, on dirait qu'ils sont assez atones. Maintenant, alors, on a vu aussi, alors c'est ça dans le domaine du renseignement, c'était tout à fait étonnant. Il y a eu une interview de John Brennan, qui est un ancien directeur de la CIA, tout à fait, oui. Lequel s'est vu privé de son security clearance, de sa protection, de sa protection du secret, ainsi que 51 autres hauts dignitaires des agences de renseignement, dont James Clapper et Michael Hayden, qui sont l'équivalent de Brennan, qui avaient eux corroboré la thèse du complot russe, enfin de Poutine, marionnette des Russes, quoi. Et notamment la thèse d'un complot russe dans l'affaire de l'ordinateur portable de Hunter Biden. Ils sont tétanisés. Brennan, l'autre jour, était vraiment terrorisé. On va avoir des révélations sur ce que font
les agences de renseignement et sur les opérations, notamment de répression des opposants politiques, menées par les agences de renseignement. On appelle ça la weaponization of the US government. La weaponisation de la justice, la justice comme arme utilisée contre les opposants. Grégoire Pupink, vous, rapidement, nous arrivons en fin d'émission, on pourrait en parler pendant des heures, c'est vrai. Comment vous voyez demain, et juste un mot, comment vous voyez ce qui se passe là, les répercussions sur l'Europe? L'Europe va prendre le relais d'une partie de l'influence américaine lorsque Trump déjà précédemment avait arrêté de financer un certain nombre d'organisations, s'était déjà retiré de l'OMS. L'Union européenne avait pris le relais, des pays scandinaves avaient commencé à financer ce que les États-Unis ne finançaient plus. Donc il va y avoir une continuation on va dire, de l'engagement financier important néolibéral par l'Europe. Il y a aussi toutes les fondations américaines qui continuent à exister. On parlait de l'Open Society qui dispose de Soros, oui. Milliards, mais de la fondation Ford qui a 16 milliards de dollars de capital, Gates qui en a 70, Warren Buffett qui en a donné 36. Donc il y a encore tout cet appareil, tout cet ensemble de fondations privées qui continuent à exister, qui vont continuer à fonctionner, à exercer leur influence, mais elles n'auront plus, en tout cas autant qu'avant, le soutien de l'administration américaine pour une partie de leurs activités, lorsque ça relève d'aspects idéologiques ou en tout cas d'aspects qui sont estimés aujourd'hui comme ne correspondant pas aux intérêts américains. Donc il va y avoir un recentrage d'abord une réduction des dépenses publiques et ensuite un recentrage des investissements américains à l'étranger pour les aligner davantage sur ce que Trump estime être les intérêts américains. Eh bien, écoutez, nous allons suivre tout cela. Et merci à vous, merci Renaud Bochart et merci Grégoire Pupink. Mais on va continuer évidemment dans les semaines et mois à venir d'en parler parce que le jeu de domino a commencé. Il ne va pas s'arrêter là. On va pas user trop de métaphores, mais les pavés vont se faire assez nombreux dans les marigots et il faut être assez suivi. Merci. Et si vous désirez réécouter des podcasts de cette émission en particulier, rendez-vous sur YouTube, Spotify, le site internet de Sud Radio. Et n'hésitez pas à vous abonner au compte d'André Berkoff. Allez sur X et sur Instagram, par exemple, pour suivre les annonces d'invités, quelques sondages, de l'interaction. Voilà, donnez vos avis. Vous pouvez participer aussi par téléphone, toujours, et sur les réseaux sociaux.